présenter Simon Ah, Arel. c'est qui? Ah oui, s'il vous plaît. C'est qui en fait? Écoutez, ce que vous devez savoir, c'est que malgré, à part toutes les activités que fait Simon, c'est lui qui a eu enfin l'idée de mettre sur pied ce séminaire informel pour le moment, parce qu'on ne sait jamais si ça va déboucher sur quelque chose de plus formel par la suite, sur les loyautés conflictuelles. Alors, comme Simon n'avait pas encore pris la parole officiellement, il a plus souvent pour présenter les gens, pour animer, mais pas officiellement, il faut aussi évidemment poser des questions. On lui a demandé donc s'il pouvait nous faire une communication dans ce séminaire, et il a accepté de nous le faire sur les déloyautés montréalaises à partir d'un roman que je ne connais pas, que j'ai pas lu, Le manteau de la femme de l'Est de Daniel Roger, qui par contre qui est assez connu. Est-ce que c'est la contre-culture? Est-ce que c'est du rock, l'underground? Qu'est-ce que c'est exactement? Peut-être que Simon va nous dire un mot là-dessus. Alors, voilà, je pense que ça rentre quand même dans la perspective des travaux plus récents de Simon, beaucoup sur la question des marginalisés, des laissés pour compte, des hérités parfois aussi, et les écrivains méchants. Ouais. Je ne sais pas s'il y a une conjonction ici entre les deux, et donc je vais lui laisser le soin de nous dire ce qu'il en est. Merci beaucoup. Merci infiniment de l'invitation, j'en suis honoré. Je suis toujours heureux de venir parler, comment dire, chez des collègues qui ont un si beau centre. De si beaux espaces que j'aimerais m'accaparer, mais pour mon département, mais bon, M. Korchan m'a dit non. Alors, voilà. Alors, je vais vous parler aujourd'hui plus sérieusement de déloyauté, dans la mesure où nous avons pensé, Liliane, notre amie et moi, à cette dimension des loyautés conflictuelles dans la littérature québécoise. Et j'ai pensé qu'il était important de revenir à ce que sous-entend la loyauté. Alors, la loyauté suppose, on peut penser à un principe d'obéissance, on peut penser que la loyauté suppose aussi une forme de reconnaissance de l'autorité. On peut aussi penser que la loyauté fait intervenir un principe de confiance qui est sous-jacent. Être loyal, faut-il le dire, implique une forme de confiance qui semble à certains égards construite par le biais d'un registre militaire ou paramilitaire, en tout cas par le biais d'un système que représente un groupe auquel on est loyal. Et cette loyauté, j'aimerais l'explorer aujourd'hui par le biais de ce qui sous-entend son affirmation, c'est-à-dire toute la question de la confiance. Et je tenterai par la suite de montrer en quoi ce registre de la confiance mise en cause ou de la déloyauté joue dans un récit de Daniel Roger qui a pour titre Le manteau de la femme de l'Est. Alors, cette confiance, évidemment, elle fait partie du discours social, plus que jamais, vous le savez, puisqu'on ne cesse d'avoir des témoignages de non-confiance. Ici, par exemple, on peut penser que cette non-confiance fait partie d'un topoi mondialisé, c'est-à-dire l'absence de confiance à l'égard des élus, à l'égard des représentants de l'État-nation, à l'égard de l'Union européenne, à l'égard des institutions financières et bancaires. Donc il y a ce que l'on pourrait appeler, de façon probablement malencontreuse, une crise de la confiance. A-t-elle existé? Cette confiance, de toute manière, n'y a-t-il pas comme corrélat de la confiance le principe de la rupture de confiance, de la loyauté, le principe de la déloyauté? En tous les cas, cette confiance et cette crise de la confiance semblent présentes dans le monde contemporain, et si l'on fait référence, suivant un peu le vocabulaire à la mode, à l'extrême contemporain, comme si le contemporain ne l'était pas assez, il faut aller jusqu'à son extrémité, jusqu'au bord du précipice. On dira, par exemple, que la confiance n'existe plus, mais que l'on peut parler de dispositif ou encore d'assemblage de confiance. Alors, vous avez des auteurs comme Anthony Giddens qui ont beaucoup écrit, le sociologue, qui a beaucoup écrit sur cette dimension de la confiance précaire. Vous avez Zygmunt Bauman, vous avez beaucoup de travaux dans le domaine de la sociologie de la dite postmodernité qui disent finalement que la confiance ne représente pas quelque chose qui est fondé sur une relation forte, c'est-à-dire sur un lien organique, mais au contraire sur des dispositifs fragiles, c'est-à-dire
que les sociologues semblent avoir accrédité avec un certain retard ce qu'un Deleuze et un Guattari pouvaient dire il y a plus de 30 ans à propos de la littérature mineure ou en fait des formes rhizomatiques de la culture. Évidemment, si la confiance est mise en cause, c'est qu'elle s'insère à l'intérieur de conflits qui voient le jour de manière très nette, pas moins qu'avant, mais que pour nous en dire au juste, des conflits qui interviennent de manière nette et qui ont pour assise cette dimension de la perte de confiance. Perte de confiance dont il faut dire d'un point de vue critique qu'elle n'est jamais première. Je crois que c'est une vue de l'esprit que de dire que la confiance est première, qu'elle serait originaire. Il y a probablement, mais je n'aborderai pas cet aspect aujourd'hui, dans la vie psychique, de façon très très archaïque, une combinaison évidemment compliquée de la confiance, mais aussi de la méfiance à l'égard de l'autre objet de désir. Vous avez très rapidement, pour vous donner quelques éléments, une Mélanie Klein qui va consacrer son œuvre à ce qu'elle appelle l'amour et la haine, c'est le titre d'un ouvrage, ou le besoin de réparation. C'est-à-dire qu'elle insiste beaucoup sur l'ambivalence qui est celle du petit enfant dans l'organisation de son monde pulsionnel à l'égard de l'autre comme relation d'objet qui est la mère. Et Klein insiste sur le fait qu'il y a de façon systématique, et c'est un point de vue qui a inquiété évidemment beaucoup de parents à l'époque et qui a inquiété aussi beaucoup de psychanalystes, Klein qui dit il y a dans les premiers mois de la vie de l'enfant, il y a déjà présence de ce qu'elle appelle une position dépressive, une position paranoïde schizoïde, c'est-à-dire un rapport à l'objet qui se constitue sous la forme d'une autonomisation, qui est la position dépressive, et un rapport qui est beaucoup plus morcelé et paranoïde, qui se constitue par le biais de ce qu'elle appelle la position paranoïde schizoïde. En tous les cas, la confiance est certainement première. Pourtant, c'est de cette manière que l'on comprend les lieux communs de la confiance. Les lieux communs de la confiance, ce sont tous ces discours que nous entendons aujourd'hui, en provenance, par exemple, du monde politique, où l'on ne cesse d'insister sur la restauration d'une confiance qui a été perdue. La dernière, en date, c'était la semaine dernière, la Chambre de commerce de Montréal métropolitain. Alors, il y a, comment dire, un séminaire, un think tank, comme ils disent, sur les sièges sociaux montréalais. Et vous avez un certain nombre d'acteurs économiques importants, dont Jeff Molson, qui est associé à la grande campagne de financement de l'Université de Montréal. Vous avez Lucien Bouchard qui disent, mais c'est scandaleux, on est en train de, comment dire, de salir Montréal à l'international. Et là, ils en appellent à la nécessité de restaurer la confiance, alors que c'est leur propre milieu qui, toxique, ne cesse d'empoisonner à la fois la vie civique et la vie économique. Donc, vous voyez, ce discours de la restauration de la confiance joue toujours de manière extrêmement conservatrice. On le tient dans le contexte que je viens de vous décrire, mais on le tient aussi dans d'autres domaines, lorsqu'il s'agit de disqualifier les jeunes. Ou lorsqu'il s'agit de disqualifier les jeunes, et ce que l'on appelle dans un vocabulaire horriblement stéréotypé, la rue étudiante, par exemple. On parle de la rue arabe et de la rue étudiante, comme ça a été le cas avec le mouvement étudiant. Donc la confiance est toujours perçue comme un domaine qui peut être mis en cause par le biais de la dissolution du lien social. Et il faut constater que cette dissolution du lien social, cette crainte d'une dissolution du lien social joue de manière extrêmement systématique dans la façon, notamment depuis la crise économique de 2008, je dirais comme agrégateur de représentation à la fois, je dirais, sociale, mais émotionnelle, puisque cette figure de la confiance n'est pas simplement de l'ordre de la raison, elle est aussi de l'ordre, je dirais, de la mise en action émotionnelle et affective. La littérature, à mon sens, traite de façon assez formidable de ces aspects de la confiance en crise. Évidemment, Shakespeare, Lautréamont, Sioran, ce que j'ai appelé dans un de mes livres les écrivains méchants, qui ne cessent, eux, de déboulonner les mécanismes de la confiance
premier mécanisme de la confiance étant celui de la langue maternelle de l'autre, ce qu'on appelait autrefois l'auteur, de ce que j'appellerais encore l'auteur, de l'écrivain. Un exemple étant Pierre Guyota, pour le français. Alors, cette confiance, donc, est mise en cause. Elle fait certainement partie, cette mise en cause de la confiance du discours social contemporain, comme les loyautés conflictuelles font partie du discours contemporain. Hein. Je veux dire, de ce point de vue, les universitaires n'inventent rien, sont aussi à la remorque du discours social. Ah ben, il y a 25 ans, on parlait, ou encore certains en parlaient il y a relativement peu, mais toutes ces thèses relativement euphoriques sur l'hybridité culturelle et sur le pluralisme ont joué, je dirais, comme élément très, très puissant dans l'organisation, je dirais, du discours éditorial des intellectuels. On pourrait dire aujourd'hui que ce motif de la confiance perdue joue d'une certaine manière comme argument extrêmement important. Ma communication en témoigne aujourd'hui, de la manière dont nous percevons un monde dont Nancy Houston dit qu'il est composé de professeurs de désespoir. C'est le titre d'un de ses essais, où elle met dans le même sac, évidemment, à la fois Kundera, Thomas Bernard, Jelinek, enfin, c'est ces auteurs qui finalement seraient les narrateurs de toxicité et de destruction du langage. Alors évidemment, chez les littéraires, bon, il faut le dire, il y a un plaisir hein, à concevoir quand les choses vont mal, du moins dans le discours. Parce que c'est un peu, je dirais, une sorte de nature seconde que de s'intéresser bien avant Derrida à la déconstruction des systèmes de signes et de voir ce qui, justement, ne joue pas de manière harmonieuse dans le domaine du langage. Mais c'est bien pour ça, encore une fois, que, comme bien d'autres, je m'intéresse à des éléments qui font partie du discours académique contemporain, c'est-à-dire le discours actuel traite, par exemple, de la pauvreté, de la précarité, des inégalités sociales. Bon, évidemment, vous avez une crise internationale, vous avez un chômage en Europe qui, bon, atteint des sommets, vous avez des escrocs à n'en plus finir, comment dire, les intellectuels ne sont pas aveugles, ils sont bien obligés de constater quelque chose qui, effectivement, appartient à ce que Marc-Angelo a pu appeler l'état du discours social. Alors, si on essaie de poursuivre la réflexion, on peut donc se dire que la littérature pose donc cette question du crédit, c'est-à-dire de la confiance dans son rapport au crédit, c'est-à-dire de la confiance dans son rapport à un garant qui serait un agrégateur de fiabilité. Bon, je n'aborderai pas, encore une fois, cette question aujourd'hui, mais l'on pourrait, ce n'est même pas une hypothèse, mais une intuition, se poser cette question, qui serait celle d'une typologie des formes littéraires, entre des œuvres qui sont des œuvres qui pourraient permettre d'agglomérer, si vous voulez, de permettre cette agrégation de confiance dans les systèmes de signes, et d'autres œuvres qui mettraient tout au contraire l'accent sur la destruction de cette agrégation de la confiance. Donc, un Bernard, par exemple, pour ses narrations de la destruction, un Beckett, par exemple, et d'autres auteurs plus heureux, du moins dans leur écriture, qui font valoir le principe d'une confiance possible. Alors, évidemment, ici, dans le cadre de ce séminaire, en fait, ces conférences qui ont été inaugurées par Liane, mon collègue et moi, l'année dernière, on a choisi finalement de traiter des formes de la loyauté conflictuelle. Me semble-t-il que l'on voulait mettre l'accent ici sur la déloyauté. Alors, parler de déloyauté, c'est parler, me semble-t-il, de l'autre. C'est parler de l'autre, c'est-à-dire de l'autre marginal, de l'autre extrinsèque, c'est-à-dire parler, comme on le fait, souvent du subalterne, du minoritaire, de l'exclu. C'est-à-dire qu'il y a dans cette réflexion commune sur les loyautés conflictuelles, cette idée qui est très présente dans le discours universitaire, qui consiste à faire en sorte que les discours narratifs, les récits plus particulièrement, puissent, dans la sphère de leur énonciation, tenir compte de l'espace public et tenir compte aussi de voies narratives qui autrement
qui autrefois étaient disqualifiés. Donc, d'où cet intérêt pour des sujets qui sont des sujets marginaux, dotés, dira-t-on, d'une agentivité, un principe d'action narrative qui les transformerait en sujets parlants, c'est-à-dire en énonciateurs de plein droit. Donc, dans cette dynamique que je vous décris, la reconnaissance de l'autre, le marginal, le pauvre, l'exclu, le sans-abri, dans cette dynamique qui n'est pas si éloignée d'une politique de la reconnaissance, au sens où Charles Taylor va en parler, avec les leurres herméneutiques que peut poser cette reconnaissance si l'on adopte un point de vue psychanalytique. Bon, je n'aborderai pas cet aspect. On peut dire que le principe de la reconnaissance a pour rôle, donc, de mettre en place une confiance permettant de construire un récit fiable. Bon, mais on voit bien, pour qu'on ait choisi ce titre de loyauté conflictuelle, que ce qui nous intéresse visiblement, c'est l'oxymoron ou la tension qui est présente dans des récits qui témoignent d'une confiance minimale sans laquelle il n'y aurait pas de lectorat, il n'y aurait pas d'œuvre, il n'y aurait pas de récit, même si la notion d'œuvre est peu utilisée aujourd'hui, et que ce lectorat est nécessaire en même temps que l'œuvre n'est pas simplement un discours que l'on transmet dans sa plénitude, que l'œuvre elle-même, parce qu'elle fait jouer ses loyautés conflictuelles, noue sans cesse des rapports compliqués avec le lectorat, avec le monde textuel et avec le monde extratextuel. Encore une fois, des réalités, comment dire, qui relèvent de l'histoire concrète, génocide arménien, génocide rwandais, font intervenir au cœur de notre mémoire collective une réflexion sur l'importance de la confiance dans le lien que peut créer un récit. D'où encore une fois tout l'intérêt que représentent dans notre réflexion contemporaine les travaux sur le témoignage, comme garant d'une fiabilité dans la constitution d'une mémoire et d'archives mémorielles permettant de rendre compte d'événements historiques qui ont été très douloureux. Alors, confiance, bris de confiance, voilà donc les formes de cette fiabilité, de cette non-fiabilité que je voudrais traiter avec vous aujourd'hui, en faisant valoir donc, à partir d'une œuvre singulière, celle de Daniel Roger, qui est une auteure du Québec. Donc j'aimerais faire appel à un récit, tout particulièrement, Le manteau de la femme de l'Est, pour tenter de comprendre ce qu'il en est de ces dispositifs de la confiance qui pourraient être envisagés comme des préalables ou des préconceptions de ces loyautés ou déloyautés conflictuelles que je veux mettre en valeur. Alors, Le manteau de la femme de l'Est, publié en 1997 aux Herbes Rouges, vous avez aussi Que ferons-nous de nos corps étrangers? Vous avez aussi, parmi d'autres récits, Petite vie privée et autres secrets. C'est une auteure qui n'est pas très connue, hein, qui est une auteure marginale, d'une certaine manière, qui n'a pas encore eu sa minute ou son heure de gloire, qui l'aura peut-être pas, on verra. En tout cas, moi, ce n'est pas une grande œuvre, mais c'est un jugement de valeur, mais c'est une œuvre intéressante par son aspect, je dirais, discordant, composé d'aspects brinque-ballants, notamment dans sa description d'un Montréal qui, dans La femme de l'Est, est présent. Il s'agit de l'Est de Montréal, ce qui me semble assez rare dans la fiction québécoise contemporaine, quoique je n'arrive pas à la suivre parce qu'il y a trop de choses. Donc, je viens de vous mentir effrontément. Mais voilà, et il me semble que cette description de l'Est de Montréal que l'on retrouve dans Le manteau de la femme de l'Est, on le retrouvait par exemple chez les écrivains du mouvement Parti pris, que ce soit Jacques Renaud, que ce soit Laurent Giroir avec La ville inhumaine, ou que ce soit André Major, et que cet Est qu'elle décrit renoue avec cette dimension géographique de Montréal. L'histoire est toute simple. En fait, c'est une femme qui, dit-elle, est désaimée. Elle parle d'elle-même. Elle avait un grand amour et elle se fait larguer. C'est-à-dire qu'elle se fait mettre dehors par Roch, avec elle elle vivait depuis 9 semaines, pas 9 ans, 9 semaines, voilà. Il faut le dire. Ce sont des récits brefs. Voilà. Et donc, elle se fait mettre dehors et elle est désaimée, et puis elle souffre de désamour, c'est-à-dire qu'elle ne s'en remet pas.
Et elle marche dans l'Est, elle va prendre des cafés, dans des petits restaurants de quartier, elle raconte la vie d'un plateau Mont-Royal avant la gentrification du plateau Mont-Royal, puisqu'elle parle d'un jardin La Fontaine où il y avait encore le jardin zoologique avec les éléphants qui étaient au parc La Fontaine. Moi, j'ai souvenir de ça. On entendait bramer comme ça en pleine nuit, et puis c'était des éléphants, c'est ça. Voilà. Elle décrit cet univers. Elle décrit, à vrai dire, un Est de Montréal que l'on ne voit plus beaucoup, en tout cas, qui ne correspond plus à sa localisation géographique qui correspondrait au plateau Mont-Royal. C'est sûr que si on se déplace rue Ontario vers l'Est, ça ne prend pas beaucoup de temps pour retrouver totalement ce que décrit ici le manteau de la femme de l'Est. Donc il y a une relative incongruité entre la description narrative, la description spatialisante de la ville et la réalité, je dirais, de l'urbanisme et de l'architecture montréalaise. Un exemple très concret, je disais ça ce matin dans une dépêche, parce que j'aime bien consulter les dépêches de potins d'architecture, le fameux magasin d'instruments de musique Steve, qui est situé rue, c'est pas Saint-Antoine, oui, c'est Vigée, va être patrimonialisé, alors que tout ça est brinque-ballant, ça tombe en ruine, mais c'est bien, et va être intégré à un building de condo d'une vingtaine d'étages. Ça veut dire que ça va mal. Là. Quand on va jusqu'à, comment dire, c'est à côté de la maison du père. Donc, lorsqu'on se met à gentrifier ces endroits qui étaient faits, disait-on, pour la racaille et les pauvres, ça veut dire que Montréal change de façon draconienne. Bon. Alors, elle décrit, finalement, un Est de Montréal un peu folklorisant. Mais ce qu'elle décrit, me semble-t-il, ce sont, et là je reviens à l'argument du récit, ce qu'elle décrit, c'est quoi? Le manteau de la femme de l'Est, c'est une femme qu'elle rencontre. C'est une étrangère qui vient de l'Est, qui vient de l'Europe de l'Est, croit-elle. Cette femme qui a un manteau, comment dire, à la soviétique, entre guillemets, laisse ce manteau sur une chaise, et la femme de l'Est, c'est-à-dire la narratrice, lui vole, lui laisse son manteau de fourrure. Et tout le récit est consacré à ce vol de la part de la femme de l'Est, du manteau de la femme de l'Est, de l'Europe de l'Est, à une réflexion sur des destins croisés, de pauvreté, destins croisés de l'Est de Montréal et de l'Europe de l'Est, à l'époque, soit du mur de Berlin, soit encore du rideau de fer. Donc il y a aussi une description post-89 pour l'Allemagne actuelle, une description aussi de l'Est de Montréal face à une Russie soviétique, évidemment qui n'existe plus, mais c'est à partir de là que la trame du récit se constitue. Et le vol de manteau, donc la kleptomanie, le vol de cette pièce qui n'est pas n'importe quoi, car il s'agit de décrire l'Est de Montréal au cours de l'hiver. Il s'agit de porter un manteau pour vivre et survivre. Est au cœur de récit. Il s'agit donc de la description de vie minuscule. Il s'agit chez Daniel Roger constamment de poser, par le biais d'une prose, devrais-je dire, abîmée, par le biais d'une prose parfois ravagée dans sa simplicité narrative. Je peux vous lire déjà quelques passages. Je vivais chez Rock depuis 9 semaines et je croyais que cette fois-ci c'était parti pour durer. De toute évidence, j'ai manqué de jugement, car cette nuit, comme dans les films d'épouvante, l'orage a éclaté. Rock a décidé de me désaimer. Ça ne lui a pas semblé trop difficile. J'aurais dû lui demander le mode d'emploi. Ça pourrait me servir dans l'avenir. Alors, c'est écrit d'une manière toute simple. Je veux dire, il n'y a pas de... Comment dire, il n'y a pas d'effet de style, il y a une sorte de sobriété dans la narration. Vous avez, je vais toujours au café Les Misérables, peut-être que j'espère secrètement revoir cette femme dont j'ai volé le manteau. Et elle aura-t-elle encore l'air d'une femme de l'Est dans mon manteau de fourrure? A-t-elle gagné ou perdu dans cet échange? Ces questions restent sans réponse. La femme de l'Est est sûrement repartie. Peut-être qu'en ce moment, elle marche dans les rues bleues de son pays. Il est retourné là où elle a encore des choses à vivre. C'est la page 57. Donc, vous voyez déjà la trame du récit. Il s'agit de vie minuscule. Il s'agit de sujets qui vivent finalement dans une commensalité, si vous voulez, dans une symbiose, devrais-je dire, mais qui est fondée sur un rapport d'étrangeté. Dans la mesure où
La femme de l'Est de Montréal ne sait rien de cette autre femme de l'Est. Et l'autre femme de l'Est ne sait évidemment rien de la femme de l'Est de Montréal. Et le point de rencontre, c'est ce manteau qui tient lieu de métaphore. Métaphore d'un vol, métaphore d'une défroque, métaphore d'une identité fugitive, métaphore d'une pauvreté sans après. Ce sont des énonciateurs, dans le manteau de la femme de l'Est, d'une vie difficile. Ce sont des énonciateurs d'une vie qui est celle de la rue, et non pas de ce qu'on appelle aujourd'hui pompeusement les espaces publics. On parle constamment d'espaces publics. On parle de la gentrification des espaces publics, à propos du quartier des spectacles, à propos de la place Émilie-Gamelin. Alors que ce dont il est question, dans le manteau de la femme de l'Est, c'est de la rue. Mais de la rue, non pas comme spectacle, non pas comme scénario, mais comme espace, où l'on marche, où l'on ressasse. Et en ce sens, il y a, à certains égards, dans le manteau de la femme de l'Est, un portrait, non pas de l'itinérance, mais je le formulerai ici en direct, comme dans toute communication, quelque chose qui est sur le bord de l'itinérance, mais qui n'y est pas encore, qui n'y sera peut-être jamais. Il pourrait y avoir, si l'on imagine, c'est ce que je fais, la suite de ce récit, quelque chose qui pourrait faire en sorte que la chute, métaphore obligée, d'une chute, d'une déchéance, pourrait se traduire par un laisser-aller, une perte d'emprise, c'est-à-dire une entrée dans l'itinérance. Ce ne sont pas donc des espaces publics au sens où l'on entend ce discours dans une forme assez bourgeoise de description ou bohémienne, vous savez au même, à mon avis, je dirais des lieux, mais la description de cafés, de tavernes encore, c'est-à-dire d'espaces qui n'ont pas subi encore toute l'imposition normative de la gentrification, c'est-à-dire d'une manipulation de la ville, de la production d'un espace propre, au sens où l'entend Henri Lefebvre, production d'un espace propre qui exclut les pauvres entre guillemets, comme Michel de Certeau lui-même le théorise dans l'invention du quotidien, en disant ben, la constitution de l'espace propre comme récit a notamment une fonction d'exclusion de la pauvreté, à la fois dans la réalité des pratiques sociales, celle du logement, celle de la cherté de la vie, mais aussi dans l'exclusion de ceux qui n'ont pas le droit de faire partie de ce que représente la ville, la production de l'espace propre. Donc, mise en forme de la périphérie. Alors, ce qui est intéressant avec Daniel Roger, à cet égard, elle n'est pas si éloignée d'autres auteurs comme Pauline Harvey, dont on ne parle plus beaucoup, mais José Yvon, dont on parle beaucoup aujourd'hui, Denis Vanier, dont on parle depuis un certain temps, bon, des écrivains, des poètes, pour l'essentiel, sauf Pauline Harvey, qui sont importants, c'est que Roger décrit l'Est de Montréal un peu sous la forme, non pas sèche, je ne dirais pas bienveillante non plus, mais sous une forme intéressante. Donc, cet Est est décrit comme une réserve ethnoculturelle. C'est pas pour rien qu'il y a la description du jardin zoologique au Parc La Fontaine. L'Est de Montréal est un jardin zoologique. Et je crois réellement que l'Est de Montréal est un jardin zoologique. D'une certaine manière. Sans éléphant. Sans éléphant, oh, écoutez, ça dépend de ce qu'on boit ou de ce qu'on ingurgite. Mais il me semble qu'on ne parle plus encore beaucoup de l'Est de Montréal. C'est un jugement que vous me permettrez, mais je crois qu'on peut se le permettre dans des communications midi, et même à 16h, une communication de 16h aussi. Par exemple, dans les années 80, on parlait beaucoup de l'Est de Montréal dans le discours éditorial. Il y avait eu le rapport Picard et l'élection de Jean Doré. Il y avait eu une grave récession économique au Canada, mais notamment à Montréal, et une désindustrialisation très rapide de Montréal. Il y avait eu l'arrivée du Parti québécois, il y avait eu de grands changements sociaux et de grands changements économiques. Et je me rappelle, on parlait constamment de mouvement de relance de l'Est de Montréal, ce qui a donné naissance à la cité Angus, avec Christian Iaccarini, dans l'Est de Montréal, la cité de la biotechnologie, où il y avait des usines de construction de locomotives pour le Canadien Pacifique. Et c'était un discours quotidien, on parlait de la relance de l'Est. Et on insistait beaucoup sur cet aspect. Or, l'Est, aujourd'hui, se réduit au plateau Mont-Royal, d'une certaine manière. C'est comme si les frontières imaginaires s'étaient modifiées, avaient bougé. Et ce que décrit Daniel Roger, c'est cet Est d'avant la gentrification, cet Est qui est composé, comme chez Vanier, comme chez Yvon, mais aussi, comme c'est le cas dans l'œuvre théâtrale de Michel Tremblay,
avec Demain matin, Montréal m'attend, avec À toi pour toujours, ma Marie-Lou, avec, Dan et Manon Sacré-Sandra, Céleste, des hommes violents, des prostituées, des agresseurs, des travestis. C'est un est de Montréal qui est un cirque, avant la naissance du Cirque du Soleil. C'est-à-dire le cirque était dans la ville, mais il était dans l'Est, avant même que le cirque existe, comme industrie. C'est donc la description d'une faune bizarre, et c'est une description d'une faune bizarre qui vit dans un état de grande précarité, c'est-à-dire que, et j'emploie cette expression à dessein, dans cet est de Montréal, la vie vous colle à la peau comme une poisse. La misère vous colle à la peau comme une poisse, comme un mauvais sort, et ce n'est pas un hasard, bien évidemment. Si le manteau, qui est une forme de, je dirais, d'enveloppe du moi, de revêtement ou de seconde peau, au sens où l'on peut l'entendre, je dirais littéralement, mais au sens aussi où l'on peut l'entendre par le biais de la psychanalyse. Vous savez, Didier Anzieux, psychanalyste, qui a beaucoup écrit sur ce qu'il appelle le moi-peau, c'est-à-dire les représentations dans l'œuvre littéraire, mais aussi dans la clinique, je dirais des enveloppes corporelles qui sont, par exemple, chez Beckett, qu'il a beaucoup travaillé, des enveloppes textuelles. Hein. Chez Beckett, ça revient constamment, cette dimension de la peau, du contenant, de l'absence de contenant, et c'est souvent présent dans le domaine littéraire. Alors cet aspect est présent dans le manteau de la femme de l'Est de façon tout à fait nette. Le manteau, c'est le corps, c'est du moins la pellicule qui représente la distinction entre le monde interne et le monde externe. Et le manteau, c'est d'une certaine manière la maison refuge que l'on n'a pas. Donc c'est le corps comme possible matrice, comme possible accueil. Alors cette dimension est importante puisqu'il s'agit dans le manteau de la femme de l'Est de la description fugitive d'un quartier. On n'est pas dans une littérature qui est celle de la ville, dans sa totalité imposante. On n'est pas avec la femme de l'Est dans une littérature qui serait celle de l'appropriation d'un territoire, à moins de parler de micro-territoire urbain. On n'est pas avec la femme de l'Est dans une littérature qui fait intervenir le fantasme de la représentation du pays ou de vastes territoires. On est dans une logique qui est celle, encore une fois, de la fuite. Je reviens encore sur cette figure fugitive qui entretient des liens, par exemple, avec les mendiantes de Marguerite Duras, qui entretient certainement des liens avec les déclamations poétiques des putains kamikazes de José Yvon. Ce sont des éléments qui reviennent chez Daniel Roger, que l'on retrouve chez ses auteurs, et il s'agit d'une littérature dans laquelle la figure de l'aliénation, vieux topos de la littérature québécoise, que l'on pense au Cabochon d'André Major ou au Nègre blanc d'Amérique de Pierre Vallière, où l'aliénation ne peut pas faire l'objet d'une reconquête identitaire. C'est-à-dire la femme de l'Est demeurera la femme de l'Est, et la femme de l'Est, là-bas, demeurera la femme de l'Est. Donc il n'y a pas de, je dirais, de réappropriation d'une identité spoliée, il n'y a pas de reconquête d'une identité fragmentée qui deviendra une identité plénière. C'est par le biais du vol du manteau que se joue, je dirais, le moment clé de ce roman. Et l'on peut voir par le biais de ce récit une référence nette à l'œuvre de Violette Leduc, notamment à l'Avatar, dans la mesure où chez Violette Leduc, vous avez cette dimension du vol à l'étalage qui est présente, puisque Violette Leduc est rejetée par sa famille, mentionne José Bergeron dans un article publié dans la revue Tessera. Elle est rejetée, cette jeune Violette Leduc, par sa famille, dans la mesure où cette famille rejette le fait que cette femme, le duc en l'occurrence, dérobe aux femmes ce qui, selon Bergeron, les féminise. Donc Bergeron aborde à ce propos la problématique de la misogynie féminine dans l'œuvre de Violette Leduc. Je ne veux pas intervenir sur cet aspect, mais ce qui m'intéresse, je dirais, chez le duc et chez Daniel Roger, c'est qu'il y aurait une forme de subjectivation au féminin qui passerait par la kleptomanie, et qui passerait ici par une violence
qui serait, là je m'en excuse, mais je ne pourrais pas le développer comme je le voudrais, mais qui serait l'envers d'un braconnage tel que j'ai pu le théoriser dans un domaine qui fait intervenir une forme de violence et de rapport au symbolique qui s'inscrivait dans un registre d'agentivité masculine, à la fois au plan social et au plan pulsionnel. C'est-à-dire que le braconnier, c'est un chasseur. Le chasseur est un guerrier. Le guerrier peut être déchu. Le chasseur peut devenir un chasseur mineur. Alors que dans cette kleptomanie qui fait toujours référence à l'objet partiel, dans ce vol du manteau, il y a une autre logique qui, me semble-t-il, relève moins d'un acte ou d'une violence, mais d'une subjectivation au féminin, c'est-à-dire d'autres formes de représentation du sens. Et je vais vous lire ici un passage de La femme de l'Est qui me semble particulièrement intéressant pour bien saisir ce que je tente de vous transmettre. Le titre de ce passage, c'est « Un manteau de misère ». Je vais le lire au complet. Toute femme pose un jour un geste qui lui échappe. Moi, 3 points de suspension, j'avais volé le manteau d'une inconnue dans un café. C'était un manteau moche, en tissu gris, usé, avec un collet noir, un vieux manteau trop grand pour moi, auquel il manquait un bouton. Donc on est toujours dans une logique qui est celle de l'accro au tissu, du manque d'une pièce, donc de l'objet partiel. Mais les poches étaient parfaites pour quelqu'un qui éprouve le besoin de transporter un certain nombre de choses. Mes clés, mon paquet de cigarettes, mon portefeuille, un rouge à lèvres, un miroir, une bonbonne de Ventolin contre l'asthme, une boîte de Tylenol fort, une roche ramassée sur une route de campagne un certain dimanche qui me servait de porte-bonheur. Tout cela avait sur moi un effet très rassurant. J'avais tellement besoin d'être rassuré, tout me faisait peur. Le froid, la neige, la pluie, les trottoirs glissants, les pannes d'électricité, le coucher du soleil, les regards des passants, les caissiers à la banque. Bon, on fait donc pas de fin de citation, je termine pour ici. Mais vous voyez bien que c'est le portrait d'un manteau qui est lui-même un manteau qui se construit sous la forme d'un accro, c'est-à-dire sous la forme d'une kleptomanie, d'un vol, mais qui est lui-même le signe d'un manque à être, et un manque à se contenir, à être contenu dans un monde dans lequel on habite. Donc il s'agit, pour conclure, parce que je crois que j'en suis là, hein, il me reste, je crois que je calcule moi-même. Moi, je suis là, puis j'écoutais pas. J'en ai quelques... Non, ça va, t'as encore 5 minutes. Ah, bon, ça va, 5. Alors, il s'agit donc d'une mobilité, mais d'une mobilité qui est ramenée à sa plus simple expression. Non pas la mobilité euphorique des grands déambulateurs et des nomades, comme on le voit beaucoup dans la littérature présente, mais un nomadisme, excusez-moi, un nomadisme qui est celui de lieux contraints, c'est-à-dire, encore une fois, du ressassement, à l'instar de l'itinérance ou des gens qui marchent sans raison, parce qu'ils, dit-on, ne savent pas quoi faire de leur temps. Donc, cette dimension, elle est présente, cette dimension de la mobilité restreinte, et je peux lire ici à la page 19, « Partir, quitter ce pays, comme j'ai quitté l'Est de la ville. Oui, je pourrais partir d'ici pour aller au pays de la femme de l'Est, marcher dans les rues bleues à l'aube parmi les femmes en manteau gris, marcher sur les traces de la femme de l'Est, traverser le pont, revenir de rendez-vous où je ne me suis pas abaissé à quoi que ce soit, retraverser le pont avec un chagrin noble, monter les escaliers, ouvrir la porte de ma chambre. » C'est aussi la description des chambres, des chambres telles qu'elles n'existent plus beaucoup à Montréal, d'ailleurs, maintenant, aujourd'hui. Comme il y en avait beaucoup, par exemple, rue Saint-Hubert, dans l'est de Montréal. Alors, ce qu'il est bon de voir, c'est que cette femme de l'Est représente finalement un lieu de transit ou un pivot dans l'organisation narrative, d'une manière qui m'a fait penser, c'est un hasard, mais à un roman que j'ai beaucoup aimé, La nuit de Jacques Ferron, où vous avez le personnage d'Alfredo Caronné, qui est chauffeur de taxi, et qui fait déambuler François Bénard de la rive sud de Montréal à Montréal, à la rue Saint-Vincent, qui est la morgue municipale de Montréal. Et cet Alfredo Caronné, donc, est un passeur. C'est ce que j'avais défini comme un passeur, bon, dans des réflexions antérieures. Et la femme de l'Est représente aussi ce truchement narratif et ce truchement actoriel, mais qui se joue sous un autre mode, puisque si Alfredo Caronné est d'une certaine manière celui qui, par ses propos, a valeur d'augure,
la femme de l'Est ne dit rien puisqu'on ne sait rien d'elle, puisqu'elle est réduite à une silhouette, et elle est réduite à ce qui pourrait être une affabulation de cette narratrice. On pourrait imaginer, par exemple, qu'elle a inventé dans un scénario narratif, un scénario fantasmatique. Donc, il s'agit néanmoins de traverser le pont de l'Est à l'Est, toujours, non pas de l'Est à l'Ouest. Voilà. C'est une traversée des frontières, c'est la description aussi d'un univers qui n'est pas si différent à certains égards, toute proportion gardée et tenant compte de l'histoire, de ce que Peter Sloterdijk nomme un zoo humain. Puisque vous avez cette description à la page 19 du Parc La Fontaine, et puis je pense à l'annonce, à la vue qu'on disait superbe, je lui demande, c'est celui qui va lui louer le logement, c'est le concierge, ce qu'on voit par la fenêtre, il dit tout excité, c'est vrai, vous n'avez pas vu le plus beau, il m'amène devant la fenêtre, tire le rideau d'un geste théâtral en disant tout bas, ça tombe bien, il est là, je m'approche et je le vois, un éléphant, là juste en bas, en face, à côté de sa cabane avec piscine, l'éléphant du Parc La Fontaine. Ça, il y a toute une dimension aussi que l'on retrouve dans le manteau de la femme de l'Est, qui renvoie, je dirais, à une infra-humanité à la fois attachante, liée, au sens lié par une laisse, notamment avec cette description, bon, bien sûr de l'éléphant, mais surtout des animaux, et notamment des chiens. Vous avez cette description, par exemple, à la page 97, quand je suis sorti du café, la pluie avait cessé, où le temps est vraiment plus doux et le soleil commence à chauffer. Le chien est à la porte, patient pitoyable dans son chandail de hockey. J'ai voulu continuer mon chemin, impossible, c'est ici que je dois m'arrêter, ici devant le chien, parce qu'on peut toujours faire quelque chose, retrouver les gestes qui libèrent. J'ai caressé sa tête, il m'a léché la main en levant vers moi ses grands yeux humides d'espoir. Alors je lui ai retiré son chandail, un beau chien, tout en muscles, un chien fort, un chien qui peut sauver des vies. J'ai enlevé mon manteau, le manteau de la femme de l'Est, je l'ai déposé par terre, le chien s'est couché dessus. Donc vous voyez bien que le manteau, ici, représente une manière d'habiter un espace, de se faire un nid dans un lieu, ou de se faire finalement une niche dans un lieu, au sens propre comme au sens figuré, que le manteau de la femme de l'Est fait intervenir une déloyauté qui est celle du vol, mais une trahison en mode mineur, sur fond de pauvreté, mais aussi la possibilité d'une réconciliation dans le fantasme entre deux univers qui sont séparés, cet univers de l'Est de Montréal et cet univers de l'Est européen, par le biais d'une misère qui nous colle à la peau, par le biais de la description de l'Est de Montréal, dans une petite violence qui est celle du vol, la kleptomanie, le vol à l'étalage, c'est-à-dire de Violette Leduc à Jean Genet dans le journal du voleur, toutes ces figures de ce qu'en psychanalyse on appelle l'objet petit a, c'est-à-dire une façon de dérober à la volée. C'est tout le contraire du braconnage. Quelque chose qui ne nous appartient pas, un corps que l'on ne peut posséder, c'est-à-dire une forme de criminalité douce, une forme de rapt léger, quelque chose qui fait intervenir dans le manteau de la femme de l'Est, me semble-t-il, une idée intéressante, et je cite à la page 84, « Votre manteau me hante, et pourtant ce n'est pas lui, mais moi qui l'habite. C'est un manteau qui incite à se poser des questions sur la misère, la mesure du temps, la patience aussi, car vous devez être patiente pour attendre des heures dans une file pour obtenir des patates. » Elle réfléchit à l'autre femme. On voit bien que la femme qui habite un tel manteau est une femme digne. Vous ne vous énervez pas, vous ne faites pas de crise, vous ne pleurez pas. Une femme comme vous ne s'abaisserait pas à supplier son voisin de le la laisser passer devant et risquer ainsi d'avoir à subir sur sa nuque un regard condescendant. Pour conclure, donc, ce récit met en place une ville qui tient lieu de manteaux, un quartier, devrais-je dire, qui tient lieu de manteaux, mais de manteaux abîmés, de manteaux finalement dont les mailles se défont, dont un bouton manque, une plasticité des espaces qui se joue sous le mode de l'effondrement amoureux, puisque c'est une trahison, une déloyauté de la part de Roch qui l'amène dans cette longue marche qui lui permet de rencontrer la femme de l'Est,
mais c'est aussi une possibilité de nouer une relation avec, et c'est intéressant chez Daniel Roger, le monde de nouer une relation, dis-je, avec le monde des objets, c'est-à-dire avec ce qui, dans le monde urbain, ne relève pas uniquement de son aspect animé, c'est-à-dire d'interlocuteur, de personnage, mais d'objet. Je termine sur cette citation de Daniel Roger. Assise en face de mon manteau, je me pose sérieusement la question. J'essaie de me consoler en pensant à la sage parole d'un homme qui pratiquait le zen. Il faut savoir se pardonner à soi-même. En m'adressant au manteau, je dédramatise. C'est pas grave. C'est normal. Tout le monde a besoin de se confier. Confiance. Le surintendant, c'était à sa cafetière. La folle, sa sacoche. Et moi aussi, dans un moment d'égarement, je me suis confié à une sacoche. C'est une erreur excusable, vu les circonstances atténuantes, mais il faut que ça s'arrête là. Terminus. C'est ici que je débarque. Je ne vais pas commencer maintenant à discuter avec le manteau de la femme de l'Est. Non, j'ai une meilleure idée. Une idée qui peut me sauver du naufrage. Écrire à la femme de l'Est des lettres qu'elle recevra ou pas. L'important, c'est de l'imaginer, de lui parler. Merci. Donc, on rencontre jamais la femme de l'Est comme telle. Non. Dans le récit. Non. On entrevoit, on la voit pas. Okay. Puis on ne sait pas si c'est la femme de l'Est. C'est exactement, c'est ça. C'est ambiguïté-là maintenant. D'accord. Une petite anecdote avant de... Daniel Roger, je l'ai rencontré une seule fois, c'était à Bologne. J'étais encore lecteur d'échange, et c'était probablement dans ces années-là, parce que moi j'étais là de 1996 à 2001. Et c'était une tournée d'écrivaines qui était, comme ça arrive souvent, je ne sais pas la IQ à l'époque, je ne sais plus c'était qui avait financé, mais bon. Il y avait Denise Boucher qui était un peu celle qui surplombait le groupe. Et il y avait Daniel Roger, il y avait Carole David, non pas Carola David. Facile parce que c'était Carola David. C'est facile de faire le... Qui est d'ailleurs d'origine aussi italienne, je pense, Carole David. Et puis il y avait Lise Turcotte. Et la seule que je ne connaissais pas du tout, mais que j'avais même pas de nom. Vraiment, je confesse mon ignorance, je n'avais pas lu, je ne savais même pas. C'était Daniel Roger. Et à ce moment-là, il y avait un discours un peu de ressentiment envers les écrivains migrants. Et d'ailleurs, on mange ensemble et Carole David avait dit « Je devrais prendre mon nom italien, je vendrais plus, blablabla, les Turcotte, vous savez, quelque chose comme ça. » Et la seule qui aurait peut-être pu vouloir se plaindre, parce qu'elle qui est moins connue, qui n'est pas lue, et qui n'a jamais fait une critique, qui n'a jamais été... qui n'a pas abondé dans ce sens-là, c'était Daniel Roger. Est-ce que c'est parce que là, une autre forme de solidarité, de loyauté, parce qu'elle-même, elle se sent quelque peu ostracisée par la communauté québécoise à laquelle elle appartient, en guillemets, de plein droits ancestraux, ou est-ce que c'est que... je ne sais pas, mais j'ai trouvé ça intéressant que c'est peut-être elle qui aurait pu avoir le plus de ressentiment en réalité, c'est la seule qui n'a pas exprimé quelque chose dans cet ordre-là. Et donc, ça m'a comme... Ça a piqué ma curiosité, mais j'ai pas encore beaucoup lu son œuvre pour savoir qu'est-ce que... Comme toi, je ne sais pas, est-ce que c'est une œuvre qui va bien vieillir, c'est une œuvre qui va durer, c'est dur à savoir. Non, c'est pas... mais ça... Non, c'est pas... Non, je crois pas. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. C'est assez inclassable. Bon, on lit ça, il en reste quelque chose. La première fois que j'ai lu des récits de Daniel Roger, j'ai lu ça, je me suis dit, bon, j'ai arrêté, je me suis dit, pas c'est banal, mais finalement, ça ne reviendra pas. Pourtant, j'y reviens, je fais des communications. Pas si banal que ça. Donc, il y a quelque chose. Bon, puis là, après, j'essaie de me demander, est-ce que c'est moi qui fabule sur, ça arrive souvent, quand on travaille en théorie littéraire, notamment, c'est est-ce que je fais un travail de projection, d'un certain nombre de réflexions théoriques sur un objet qui est assez flexible. Et non, c'est réussi ce petit texte. Je dirais que ça ressemble assez, dans un autre registre, à ce qu'un auteur qui a plus de succès aujourd'hui, mais qui a connu un peu les mêmes difficultés, c'est Pan Muyukas, qui écrit des récits tout simples, d'une grande sobriété dans la narration, sans effet de style. Il en a fait un très intéressant, il y a une dizaine d'années, qui avait pour titre « L'autre ». C'était 50 pages. C'est ça. Alors lui il a fait partie des écrivains migrants, mais il a beaucoup écrit de nouvelles aussi. C'est dans un autre registre,
mais il y a cette dimension très discrète dans le récit, sans grandiloquence. Donc, peux-tu élaborer un peu sur la déloyauté? Parce que, bon, tu as insisté sur le fait qu'elle est déloyale envers celle avec qui elle devrait être loyale, de certains sens. En même temps, elle est loyale aussi, parce que ce manteau-là, c'est un objet transitionnel oui, aussi, c'est ça, exactement. entre ces deux femmes-là. Oui. Ou est-ce qu'elle est déloyale par rapport à Montréal gentrifié, le Montréal... Les loyales et déloyales, je dirais que dans notre réflexion sur la loyauté, je pense que ça fait partie de notre travail, mais il y a cette dimension d'ambivalence qui joue constamment. C'est que la loyauté conflictuelle, si on l'inscrit au cœur de la littérature québécoise, c'est un objet esthétique. Dans d'autres régimes politiques, l'absence de loyauté, c'est la gorge coupée, ou c'est, comment dire, c'est la balle dans le crâne. Alors que nous, comme souvent au Québec, on travaille sur des dimensions de loyauté ou de déloyauté qui relèvent de l'imaginaire. Oui. Et en ce sens-là, elle s'inscrit au cœur de cette logique. Donc c'est une déloyauté parce qu'elle vole, mais en même temps, elle vole, mais c'est finalement, non, il y a un contre-don parce qu'elle a son manteau. Son manteau est un manteau de fourrure. C'est celui de la manteau de la femme de l'Est de Montréal, donc il vaut beaucoup plus cher. Et elle, dans son imaginaire, elle repart, cette femme, dans l'Est, dans l'Europe de l'Est. Avec le manteau de fourrure. Avec le manteau de fourrure. Donc, finalement, c'est un vol qui se retrouve accompagné d'une plus-value pour celle qui a été volée. Puis en même temps, c'est le vol qui permet de créer une solidarité. Donc, c'est une déloyauté qui crée du lien social. C'est une déloyauté qui permet aussi de reconquérir une dignité. Parce que ça revient souvent, ça, j'ai cité ce passage sur la dignité de la femme de l'Est, mais aussi qui permet de contrer un rabaissement. Donc, mais ça me semblait être un autre symptôme, parmi d'autres symptômes, d'une littérature montréalaise qui joue constamment sur ses anicroches. C'est-à-dire, c'est pas une loyauté conflictuelle au sens d'un clash. Ou d'un discours insurrectionnel, ce qu'on a connu par exemple avec le mouvement étudiant ce printemps, là, où ça a été carrément l'affrontement et le rapport de force. Alors que là, on est dans un domaine qui est celui de l'anicroche, du domaine visible, mais de ce qui comment dire, se manifeste dans la vie quotidienne. C'est ça qui m'a intéressé. Il y a un bouton qui manque, par exemple. Tu fais partie de tu l'as lu comme ça, tu l'as lu. Oui, le bouton qui manque. Aussi. Et une forme de subjectivation au féminin, Et elle ne répare pas le bouton. Non. Le survenant, je ne sais pas si tu sais, le survenant, Germaine Gavremont, qu'est-ce qui va rapprocher Foncine et le survenant, c'est que le survenant, il manque un bouton. Et Foncine est capable de faire ça. Bon, c'est une femme qui n'est pas belle, une femme du peuple, mais elle peut... et là, c'est la question de la réparation qui devient symbolique aussi. Et donc, en même temps, ben, tu instaures le rapport avec l'autre sur le mode de la reconnaissance, la réconciliation, enfin, peu importe. Tandis que là, elle vole le manteau, mais elle va le garder aussi misérable qu'elle l'a volé, de certains sens. Donc, je sais pas, on dirait qu'au niveau du symbolique, c'est quand même plus fort ça que ce qu'on trouve dans le survenant, en tout cas. Oui. C'est un Est de Montréal qui est, comment dire, c'est pas du prêt-à-porter. C'est-à-dire, c'est pas du prêt-à-porter. Et l'Est de Montréal, c'est pas du prêt-à-porter non plus. Au sens où ce qu'elle décrit de l'Est, moi, me faisait beaucoup penser aux descriptions de la rue Ontario, par exemple, dans la poésie de Denis Vanier. C'est aussi la pauvreté du vêtement, mais aussi les petites violences. Les petites violences, je dirais, qui s'opposent, mais ça c'est un peu mon leitmotiv, mais à une festivité obligée qui est celle d'une auto-représentation de Montréal comme lieu d'un jeu à grande échelle. C'est finalement l'opposition du Cirque du Soleil à l'éléphant du Parc La Fontaine. C'est un peu ça l'idée. Est-ce que toute l'action se passe vraiment dans ce coin-là ou ça va encore plus loin à l'est? Non, c'est vraiment... c'est peu localisé. C'est ça, au plan de la topographie, c'est peu localisé. Donc, il n'y a pas de mention de lieu. Il y a le Café Les Misérables, mais ça, bon,
Et puis, il y a, bon, mention Boutremont, rue Sainte-Catherine. Ah, ben, par exemple, Aylwin Sainte-Catherine. Donc, on est dans l'Est profond, OK. rue Rouen, dans Ouais. l'Est. Hein. C'est l'Est centre-sud, là. Mhm. Et puis, on a une mention Budapest à propos de la femme de l'Est. Bon, mais c'est pas plus précis Non, que ça. c'est pas plus. C'est pas plus précis que ça. Et c'est ce qui me semble intéressant. C'est assez singulier. Mhm. Voilà. C'est une de mémoire. Oui, il y a des choses. Voilà, que c'était. La contribution séminaire. Merci. Non, pas c'est ça, mais c'est... Non, c'est intéressant à découvrir, je pense. Hein. Merci Simon. Merci. Merci, Merci, on va faire Gilles, le- merci. On va faire le lunch.